quelques idées évoquées par Anne. L'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs ou du nouveau statut est aussi liée à une diminution des ressources par une certaine précarité des formes d'emploi partielles, qui est un des éléments qui, probablement, d'une manière importante, amène des personnes à exercer de multiples activités. Et pour remettre un peu en perspective la situation dans le futur de l'emploi, une étude que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment monsieur qui citait un chiffre tout à l'heure, qui est une étude qui a été faite à la demande du Sénat, qui a été faite par le cabinet Roland Berger, un cabinet européen, qui étudiait l'impact de la révolution, la troisième révolution industrielle, donc la révolution numérique, qui touche donc maintenant le secteur des services, au-delà du secteur de la production des biens matériels, qui était depuis longtemps impacté par cette révolution numérique et les évolutions des techniques. Donc selon cette étude, c'est 42% des métiers qui présentent une probabilité d'automatisation et une probabilité qui est à hauteur de 70%. Donc c'est quelque chose de très considérable, puisque les métiers ont été étudiés point par point, poste par poste, de manière très approfondie. Cette étude est disponible d'ailleurs sur Internet, et elle débouche donc sur une quasi-certitude d'une perte d'emploi de l'ordre de 3 millions de postes de travail d'ici 2025 en France. Et les statistiques sont, pour les études aux États-Unis, encore plus élevées, puisqu'on parle de 48% des postes de travail qui seraient directement impactés. Alors, certains disent que il y aura des nouvelles créations de travail, de postes de travail, effectivement, notamment liées à la mise en place de cette automatisation. Cette automatisation ne va pas se faire toute seule. Elle va se faire par le biais de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, mais ces nouveaux métiers, semble-t-il, selon cette étude, ne correspondraient qu'à 10% des postes de travail perdus. Donc la balance donne donc ces 3 millions de chômeurs supplémentaires d'ici 2025, de manière relativement progressive. On peut prendre donc cet exemple, et puis un autre exemple, moi, qui est assez marquant, c'est que cet ordinateur de 1000 € que beaucoup possèdent aujourd'hui, cet ordinateur portable, a une certaine capacité de mémoire. Et bien ce même ordinateur, d'ici 2020 à 2025, et ça va très vite, on voit avec les prix Nobel qui sont attribués dans différents domaines, cet ordinateur aura, ici là, une capacité mémorielle qui est l'équivalent de la capacité de l'entièreté de l'humanité. Donc on peut se dire que ces machines ne seront pas intelligentes, mais si, parce qu'avec l'intelligence artificielle, elles auront des cerveaux beaucoup plus puissants que les nôtres, plus les évolutions en matière de mécanique de ces robots permettront d'aller très très loin. Déjà actuellement, aux États-Unis, 150 hôpitaux utilisent des robots pour remplacer des postes d'aides-soignants, soit dans le transport des personnes, dans le transport des médicaments. Un grand nombre de postes de travail sont impactés de ce fait, et de la même manière dans le domaine du journalisme, le logiciel Kill, qui a son nom bien établi et bien adapté, impacte déjà le secteur du journalisme. Voilà ce que je voulais apporter malheureusement comme éclairage assez catastrophique d'une vision de l'avenir sur la problématique de l'emploi et du travail. Est-ce que je peux rajouter juste un petit truc ? Je pense que en même temps, ce qui nous arrive est très inquiétant, et en même temps, ce qui nous arrive est super excitant, parce qu'en fait, on est dans une phase de transformation, de mutation.
si on regarde la dernière révolution industrielle, la construction du salariat, ça ne s'est pas fait en 15 jours, mais ça a été un progrès pour tous, vraiment. C'est-à-dire qu'on venait d'un monde à la tâche, de tâcheron, où parfois on a l'impression de retourner aujourd'hui d'ailleurs, où vraiment il n'y avait pas de toutes les corporations n'étaient pas permises, on ne permettait pas aux gens de travailler ensemble, les gens étaient extrêmement individualisés et tout ça. Et puis l'entreprise s'est créée, l'entreprise qui avait besoin de réunir les gens dans l'entreprise, parce qu'avec par exemple la machine à vapeur, c'était plus intéressant que les gens ils tissent chez eux comme ils le faisaient avant, mais il fallait que tous les métiers à tisser soient au même endroit. Et donc voilà, les gens sont rassemblés là, et puis de là est née la forme d'entreprise, et de la forme d'entreprise est né le droit du travail, et puis autour, toutes les institutions du salariat. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique, par exemple, il y a des gens qui disent, est-ce que l'entreprise va continuer à être utile si finalement, par le numérique, demandeurs de services et offreurs de services sont mis en lien par des plateformes. Est-ce que c'est pas autre chose qu'il faut inventer ? Voilà, je crois qu'on est dans une période où il faut inventer, mais demain, ça peut être vachement mieux qu'hier, quoi. C'est le seul truc que je voulais dire. C'est que toutes les constructions historiques, elles sont pas données d'avance, et le salariat, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie, quoi. Il est possible d'inventer quelque chose de bien mieux que le salariat, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ce qui est peut-être dommageable aussi, ce qu'on constate et ce qui inquiète aussi beaucoup de personnes, c'est que les gains de productivité qui ont été amenés maintenant ne basculent plus du tout sur la hausse du niveau de vie, ni l'investissement de l'entreprise dans l'emploi. Et ça c'est vraiment dommageable, et ça ressort dans des tableaux établis, notamment dans le cadre de cette enquête. Mais ce qui est assez fantastique et ce qui ouvre sur l'avenir une fenêtre d'optimisme et d'espoir, c'est que ces entreprises et cette mécanisation permettent des niveaux de résultats et de compétitivité tout à fait considérables. On peut prendre plusieurs exemples que j'ai sortis. Une personne qui décide de se lancer sur une activité via Internet en développant un site Internet d'intermédiation dans un des domaines d'activité, en l'occurrence c'était l'immobilier, réussit dans sa deuxième année d'activité à réaliser elle seule, sans emploi, un chiffre d'affaires de 3 700 000 € avec une valeur ajoutée de 3 100 000 € pour un poste salarial. Voilà un exemple effectivement qui laisse augurer de grandes possibilités de permettre de dégager des ressources par ce biais. Un autre exemple qui, ouvrira peut-être sur le sujet du partage justement de ces profits et de ce qui s'appelle la responsabilité numérique des entreprises et de la répartition du dividende de l'automatisation. C'est par exemple une entreprise du web également qui, avec 25 salariés, réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, dégageant une valeur ajoutée de 10 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 7 millions d'euros pour 25 salariés, ce qui montre bien tout le potentiel d'Internet de pouvoir créer de la valeur ajoutée et des richesses qui, pour l'instant, sont captées par effectivement ces créateurs d'entreprises, alors que le fondateur du web, Tim Berners-Lee, lui, souhaitait que le web soit un lieu de partage très, très au-delà de ce qui se fait pour l'instant, puisque toute la valeur ajoutée est captée. Un dernier exemple, une entreprise d'e-commerce qui réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 200 millions de valeur ajoutée avec 1500 personnes. Alors justement, Michel, je savais que j'espérais que tu allais nous parler un peu de ça, pour montrer comment le numérique peut-être aussi lui-même porter ce chantier en cours. Mais comment capter ? Parce que là, c'est des constats, et c'est vrai que par le numérique, on peut avoir beaucoup de valeur ajoutée, mais
pour l'instant, ça a été capté par des intérêts particuliers, privés, etc. Quelles sont les pistes que tu aurais, toi, pour se dire comment on répartit ça, comment Alors, il y a eu de belles améliorations d'apporter au droit français, puisque pour être dans une activité lucrative, on ne peut pas être en forme associative ou accessoirement, il faut être dans une forme d'entreprise, donc à but lucratif et d'entreprise classique. La loi ESS avait apporté, c'était même antérieur, la création du statut des sociétés coopératives d'intérêt collectif, et plus récemment le statut des entreprises solidaires d'utilité sociale, les ESUS, et donc qui mettent en œuvre, je dirais, l'intérêt collectif en faisant en sorte que toutes les parties prenantes interfèrent et soient parties prenantes donc, à l'acte de commerce, à la consommation, etc. Donc aussi bien les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les collectivités, les bénévoles peuvent et pourront, au travers des sites qui connaissent un grand succès, puisqu'il y a plus de 500 sites qui sont déjà créés, des coopératives d'intérêt collectif. Et ce qui se présente aujourd'hui, c'est qu'il y a la capacité de dupliquer tous les modèles du web qui réussissent, qui sont maintenant au plan mondial de franc succès, au sein d'entreprises coopératives d'intérêt collectif pour que le profit ne soit pas conservé au sein de l'entreprise, mais puisse être diffusé dans le tissu social pour qu'il y ait une réelle responsabilité sociale des entreprises par la diffusion des profits créés par l'automatisation, l'informatisation et la numérisation. Donc du coup, j'anticipe un petit peu, mais il me semble que ça va retrouver, quand on va parler de revenu universel, dont tu parles aussi un peu, Anne, etc., c'est que finalement, le principe du revenu universel, c'est de dire que tout ce qui profite une entreprise qui par exemple, un salarié qui fait 3,7 millions de chiffre d'affaires et 3 millions un exemple que tu donnais, forcément, il bénéficie du réseau Internet, de l'avancée des technologies, de plein de choses qui ont été de l'éducation, du fait que plein de gens soient en réseau et puissent acheter, etc., par le e-commerce. Donc, il bénéficie, pour ces richesses qu'il produit, de tout un background, un passé, une antériorité de tout ce qui a été construit avant. D'où la justification qu'on n'est pas en train de lui piquer sa richesse que lui seul, petit entrepreneur, a produit ex nihilo, puisqu'en fait, il bénéficie d'un cadre. Donc on en reparlera sûrement tout à l'heure, Patrick, mais ça permet déjà, ce que tu dis, d'expliquer que dans ce foyer, à la fois cette source de nos mots, si on voit le verre vide, c'est-à-dire Internet nous fait baisser des emplois, fabrique des robots qui prennent notre place, quelle horreur. En même temps, il y a beaucoup de choses qui avancent, des qualités, peut-être même, tu parlais des hôpitaux, mais on sait même qu'il y a des chirurgiens qui peuvent maintenant peut-être se faire assister ou opérer, donc il y a aussi du progrès. Mais tout ce gain en productivité et ces profits, cette valeur ajoutée engrangée grâce à Internet, pourrait très bien repartir vers la société, que ce ne soit pas des sommes qui grandissent éternellement dans un sas très peu partagé, et faire que cet argent-là puisse revenir pour refinancer éventuellement du travail qui n'est pas de l'emploi. Internet doit être considéré comme un bien commun de l'humanité et donc, au travers de cela, la répartition des richesses créées. D'accord. Alors moi, j'aimerais introduire peut-être un élément de contradiction à ce qui a été présenté. Donc, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que, effectivement, face à ce que tu as dit, Anne, c'est que on est déjà dans une révolution de type de celle qu'on a connue avec la révolution industrielle. Ça, je pense qu'on l'entend bien. Et on voit bien, au travers de ton intervention, Michel, que l'un des éléments majeurs qui nous oblige à transformer nos modes de travail, c'est la révolution numérique, c'est Internet. En même temps, tu as cité un chiffre que d'ici 2025, il y aurait l'équivalent de 3 millions d'emplois qui disparaîtraient avec le numérique. Mais 2025, c'est aussi l'échéance que nous avons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour réduire considérablement notre consommation d'énergie. Et un certain nombre de gens disent que nous allons aussi vers une forme de raréfaction de tous les minerais, de tous en partie les métaux rares qui sont nécessaires à cette révolution numérique. Alors moi, j'aimerais savoir si dans votre réflexion, vous intégrez aussi
cette dimension-là, parce que actuellement, Internet, l'impact d'Internet sur les émissions de gaz à effet de serre est l'équivalent de celui du transport aérien. La différence, c'est que c'est le secteur qui augmente le plus sa production de gaz à effet de serre actuellement. Est-ce que cette dimension-là, dans votre réflexion, vous l'intégrez, ou alors c'est pas une... Dans la réflexion du labo, mais ce n'était pas typiquement sur le numérique, ce qui était intégré, c'est le fait de toute façon qu'on pouvait plus, et il ne fallait plus être dans une course à la croissance. La croissance, pour des raisons écologiques, mais pas que, mais de toute façon pour des raisons écologiques, on ne pouvait plus être dans une fuite en avant par la croissance. Donc ce n'est pas la croissance qui réglerait les problèmes, donc il fallait réfléchir autrement. Voilà sur cette question. Le labo travaille par ailleurs sur la transition énergétique et tout ça, mais d'une autre manière. Ce que l'on peut attendre aussi, c'est des évolutions techniques, notamment dans le stockage de l'énergie, la production de l'énergie. Dans l'état actuel des connaissances, effectivement, la production d'énergie pour la gestion des serveurs, etc., est très élevée, mais des progrès se font rapidement pour amener à une réduction de la consommation énergétique des machines. Mais il est certain que, par ailleurs, le fait de produire pour produire est un véritable problème. Et si la question de l'emploi ne se pose plus, il ne sera plus nécessaire de dire il faut produire parce qu'il faut des emplois. Et c'est là que, effectivement, la bascule peut se faire. Pourquoi des emplois? Parce que moins de nécessité de produire. Donc c'est vrai que c'est la question clé. Qu'est-ce que l'on veut consommer? Pourquoi faire? Et comment produit-on aussi? Parce que maintenant, ce que l'on voit, c'est l'avantage aussi de cette robotisation et de cette révolution numérique, c'est que se développent des Fab Labs qui permettront la création sur place des machines, la réparation sur place des machines, la production des téléphones. Je n'ai pas encore ce nouveau téléphone, mais où l'on imbrique des pièces détachées, on fabrique soi-même son téléphone, open source. Et notamment, on peut le voir aussi avec cette association internationale d'ingénieurs qui est complètement fantastique, qui s'appelle Open Source Ecology, avec un y.org. C'est donc des ingénieurs qui, dans le monde entier, mettent à disposition les plans de toutes les machines et qui permettent à des villages de créer toutes sortes de machines. Avec une économie de moyens, justement, pour ne pas développer une industrie qui va encore capter sur les ressources et les matières premières. Donc il y a beaucoup de belles choses qui avancent par là. Oui, je vais juste donner je pense qu'il ne faut pas qu'on ne raisonne que franco-français, occidentaux et tout ça. Nous, on peut se dire que la croissance, c'est plus notre avenir. Il y a entre 4 et 5 milliards de personnes qui attendent dans le reste du monde d'avoir juste une machine à laver le linge, un téléviseur, machin. Et ça, moi, je ne crois pas qu'on va leur dire allez vers la sobriété, les gars, quoi. Je pense que là, on est dans des histoires assez différentes et que nous, on est dans une période post-30 glorieuses, mais que eux, la Chine par exemple, certaines parties de l'Inde, certaines parties de l'Asie du Sud-Est, eux, ils rentrent dans les 30 glorieuses avec une aspiration qui me semble légitime et je ne vois pas au nom de quoi on leur interdirait à un bien-être, un confort de base matérielle qu'ils n'ont pas, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours qu'on garde ça en tête, quoi, et que ce qu'on vit nous ici, le reste du monde ne le vit pas du tout de la même manière, je pense. Avant du coup de passer la parole au public, je pense qu'il est temps de donner quelques questions, de prendre quelques questions du public. Moi, le temps que j'aille au micro, je voulais juste quand même, effectivement, ce que tu viens de dire, Anne, et ce que Bruno a lancé, c'était le thème de la première table ronde qu'on avait faite, c'est-à-dire sur le climat. Et est-ce que ce n'est pas le cadre global, la raréfaction de l'énergie, les pics de matériaux rares, de pétrole, etc. Est-ce que finalement, quand on sait que les gens du coup utilisent Internet, mais avant qu'il y ait les améliorations dont tu parles, Michel, sur que les data centers ne produisent pas autant de chaleur, tout ce qui est très nuisible, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'éducation des gens à faire? Puisqu'effectivement, on répond tous à des fils de discussion, on oublie
que chaque pièce jointe consomme de l'énergie que de dire juste oui, merci, ok dans un mail qui fait déjà 4 pages et nous on rajoute quelque chose, ça reconsomme de l'énergie. Donc, les photos de vacances, si on veut. Et du coup, c'est pas forcément contradictoire à ce que tu dis, toi, Anne. J'ai l'impression que des machines à laver, c'est pas forcément des terres rares. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être, avec le niveau d'énergie qui nous reste, arriver à augmenter un niveau de vie pour tout le monde sans. Et le temps peut-être faire une pause au niveau de. Moi, c'est l'impression que j'ai. Il faudrait faire une pause au niveau de l'Internet. Le temps au moins qu'on explique aux gens, jeunes, c'est sûrement, j'imagine, dans l'école, dans la transmission, qu'on pourrait les rendre aussi utilisateurs responsables de ce qui peut être. Moi, ce qui ressort de ce que vous avez dit avant, c'est que ce qui arrive n'est pas forcément terrible. Ça peut l'être, mais on peut en faire quelque chose de formidable. Mais justement, par rapport à cette histoire d'énergie et de climat, et de peut-être dans 20 ans, il y aura des catastrophes telles que les data centers, s'ils seront peut-être dans des zones inondables, ou qu'il n'y aura plus de pétrole pour le faire tourner, enfin bref, etc. Est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre ce problème par le corps? Le temps, je vous laisse peut-être répondre, et moi je vais au micro.